Bonjour à tous et bienvenue dans la deuxième saison du podcast Marketing du cabinet comptable. 2 fois par mois, je vous livre les tips marketing qui fonctionnent dans la profession, en allant à la rencontre de vos confrères experts comptables et de spécialistes de notre secteur. L'objectif est clair, vous permettre de faire rayonner à votre tour votre cabinet. Je suis Florian Dufour, diplômé d'expertise comptable et je suis ravi de partager ce nouvel épisode avec vous. Et sans plus attendre, place à l'interview. Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve dans le 16e épisode consacré à la RSE et pour m'accompagner aujourd'hui, mon invité du jour est Oriane Champon. Bonjour Oriane. Bonjour Florian. Comment vas-tu ? Eh bien ça va et toi ? Impeccable, donc aujourd'hui on va montrer un petit peu dans cet épisode l'importance de la RSE pour le cabinet d'expertise comptable. On va parler un peu de toi parce que tout le monde ne te connaît pas et puis on va voir que c'est une chose formidable en termes de marketing pour développer aussi les ventes et ainsi de suite. Donc, on va se lancer sur la première question. Déjà, est-ce que tu peux te présenter ton parcours et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui maintenant ? Merci Florian pour ton invitation. Déjà, moi, aujourd'hui, je fais du conseil pour accompagner la transformation des métiers du chiffre et plus particulièrement faire le lien entre le professionnel du chiffre et la durabilité. Dans durabilité, on intègre l'économique, le social, l'environnemental, la gouvernance et donc toutes ces questions qui arrivent aujourd'hui dans la profession autour de la RSE, par exemple, et de ses missions. Alors, si je reviens un peu sur mon parcours, comment j'en suis arrivée là ? En fait, moi, j'ai fait un parcours plutôt école de commerce et c'était assez drôle parce qu'en 2004, dans mon école de commerce, j'ai monté la première semaine de développement durable. Donc, tu vois, on parlait, déjà, c'était un petit point avec des amis à moi. Je pense que c'était un grand succès puisqu'on avait 4 personnes dans l'amphi. Une semaine d'atelier, on avait vu venir l'ADEME. Voilà, c'était vraiment... mais on sentait qu'il y avait quelque chose à faire sur ce sujet. Voilà, donc là, on est en 2004. Et donc, finalement, suite à ce grand succès, je me suis dit, entrepreneur, c'est bien, mais je vais aller assurer mes arrières, je vais faire de l'audit finance. Et donc, je suis partie en audit finance et c'est comme ça que, à l'issue de mes études, j'ai intégré un cabinet d'audit et de conseil où, sur les 6 ans où j'y suis restée, j'ai fait un tiers de transaction services, du contrôle interne dans des grands groupes et tout ce qui est audit légal. Donc, j'avais ces 3 casquettes-là, en fait, ces 3 métiers différents. Et je les trouvais hyper puissants, ces métiers, parce que à chaque fois, je faisais le lien. C'était des métiers plutôt de conseil avec des enjeux stratégiques pour l'entreprise. Conseil opérationnel ou conseil stratégique. Après, j'ai rejoint un autre cabinet d'expertise comptable où là, j'ai fait beaucoup de missions d'accompagnement et de conseil sur les missions d'expertise comptable. Donc, je venais renforcer les équipes d'expertise comptable sur des métiers où des questions se posaient les dirigeants sur est-ce que je dois acquérir un nouveau restaurant, par exemple. Est-ce que là, je voudrais monter une holding ? Est-ce que je fais des opérations d'abord-cession ? Voilà, ce genre d'activité. Et tout ça, ça m'a conduit, en fait, cette expérience, à avoir mon mémoire d'expertise comptable. Et donc, en 2018, je me suis installée. J'ai créé un premier cabinet avec finalement l'objectif de faire le lien entre le financier et l'extra-financier. À ce moment-là, quand je me suis installée, je trouvais que ça avait beaucoup de sens, mais je ne savais pas comment faire. Et donc, comment j'ai fait ? Je me suis formée. J'ai essayé de comprendre ce que c'était l'extra-financier, la RSE, le développement durable. Au début, c'était un ensemble de choses très confus. Et je comprends quand les experts comptables savent pas par quel bout commencer, par exemple, parce qu'effectivement, c'est pas évident. Moi, j'en suis vite arrivée à la conclusion que si je voulais avoir tout de suite de l'impact au travers de mes missions d'expertise comptable, j'allais orienter ma clientèle vers tout ce qui était activité engagée. Donc, aussi bien des associations, mais des sociétés coopératives, ou des entrepreneurs qui avaient envie, en créant, et j'ai fait beaucoup de création d'entreprises, finalement, en créant leur business, essayer de mettre un sujet environnemental ou sociétal et ils se demandaient comment faire. Donc, je montais des business plans et puis, j'ai des accompagnés en leur posant des questions. C'est quoi vos parties prenantes ? C'est quoi, vos enjeux de responsabilité, de durabilité ? On a analysé tout ça. Voilà. Et à côté de ça, je me suis dit, mais moi, je ne peux pas contribuer toute seule à ce sujet de responsabilité sociétale au sein de la profession du chiffre. À cette époque-là, dans la profession du chiffre, il y avait quelques experts sur le sujet de la comptabilité extra-financière. Il n'y avait pas d'experts qui intégraient la RSE dans leur cœur de métier, ou très peu, ou alors c'était pas connu, ou c'était pas dit.
Et moi, j'étais beaucoup à cette époque-là au Club Développement Durable. Donc, là où se réunissent finalement tous les experts comptables et les professions qui ont envie d'œuvrer au sein de la profession sur ce sujet. Et donc, voilà, c'est en échangeant que je me suis dit, mais il manque quelque chose. Et donc, j'ai créé un organisme de formation à côté du cabinet d'expertise comptable. Et j'ai commencé à monter des formations pour les experts comptables. Et donc, c'est de là, finalement, qu'est venu mon métier d'aujourd'hui. C'est à force de former, d'accompagner et de voir des experts comptables que, aujourd'hui, j'ai développé l'Odyssée du Colibri. C'est un super projet. Comme tu viens de le dire, tu as été impacté au niveau du Conseil supérieur et du Conseil régional Paris-Île-de-France, ou c'est tout ce qui était RSE? Oui, alors moi aujourd'hui, depuis 3 ans, je participe activement au comité RSE de l'Ordre de Paris. On a monté des podcasts, donc je vous invite à écouter notamment Compta for Good, qui sont des podcasts dont le but est toujours ce sujet d'acculturation de la profession. Donc, on parle de différentes thématiques. Qu'est-ce que c'est que la RSE? Qu'est-ce que c'est que le bilan carbone? Est-ce qu'il faut commencer par des méthodes, déployer des méthodes, ou est-ce qu'il faut des outils? Il y a des témoignages aussi de personnes extérieures à la profession. Donc, c'est très intéressant. On a monté la première journée RSE l'année dernière, où on a monté des ateliers. On en fait une deuxième là cette année. Retenez la date, le 17 octobre. Et puis, cette année, nouvelle initiative du comité RSE, aux universités d'été, on a un parcours RSE qui est co-construit avec les membres du comité. Et à côté de ça, moi, je suis administratrice du Club Développement Durable. Donc, j'ai été élue par un collectif d'experts comptables. Et on a monté avec un porteur de projet qui s'appelle Charles Siméon, les ambassadeurs du climat. Et donc, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un projet qui existe depuis 1 an et demi. On a fait une première fresque du climat avec des experts comptables qui étaient volontaires. Donc, on a fait un appel à candidature. Et à l'issue de ce premier appel à candidature, on a sorti un guide de bonnes pratiques qui est disponible sur le site de l'Ordre sur comment mettre en place la fresque du climat dans son cabinet. Et là, on a fait un deuxième groupe de travail dont l'objectif est de créer des ambassadeurs du climat. Donc, qu'on soit collaborateur ou expert comptable, on peut devenir ambassadeur du climat. Il y a une charte. Donc, on a défini les principes de la charte de l'ambassadeur du climat. On a défini les règles de fonctionnement. Donc, on a fait tout ça en co-construction avec des ateliers participatifs en visio. Donc, c'était très innovant. De nouvelles façons d'approcher le sujet. Et là, on lance vraiment ce parcours. L'idée, c'est que les ambassadeurs, c'est la profession qui parle à la profession. Donc, être là pour répondre aux questions de leurs confrères et consoeurs dans leur région, pour qu'ils puissent avoir des fresques du climat dans leur cabinet. Donc, qu'ils aient les bons interlocuteurs pour venir faire une fresque du climat, qu'ils se préparent aussi à ce que c'est une fresque du climat. Ça peut être très bouleversant quand on prend la mesure du sujet. Et donc, de les sensibiliser. Et puis après, on espère en tout cas développer les ambassadeurs de la biodiversité. En tout cas, et augmenter aussi le nombre d'ambassadeurs du climat. C'est bien d'en avoir plusieurs par région parce que les régions sont grandes et on peut pas faire porter la responsabilité que sur un individu. Donc c'est de déployer tout ça. Voilà quelques actions en tout cas. C'est plutôt pas mal. Et puis je pense que j'ai tapé à la bonne porte pour parler de RSE. Vu que tu es vachement impliqué, diplômé d'expertise comptable, maintenant tu es concentré là-dessus sur la RSE. Donc on va, pendant ce podcast, mettre tout ça en avant, mais je mettrai en lien par contre tout ce que tu nous as dit, le podcast là, en avant, le lien avec pour les récupérer sur la démarche. RSE, c'est quand même un peu, comme tu disais, vague. Pour toi, c'est quoi la RSE? Est-ce que ça se résume à l'écologie ou pas? Oui. Alors, la responsabilité sociétale des entreprises, c'est le RSE. Souvent, on dit, j'aime bien faire ce petit jeu en disant, c'est quoi la RSE? Souvent, des fois, on me dit responsabilité sociale et environnement ou des choses comme ça. Non, c'est responsabilité sociétale de l'entreprise. Et d'ailleurs, il y a une norme pour ça. C'est la norme ISO 26000. Elle va plus loin puisqu'elle parle de la responsabilité sociétale des organisations. Et donc, ça veut bien dire que la RSE, la responsabilité sociétale, elle est applicable aussi bien à des associations qu'à des collectivités publiques, qu'à des entreprises. Donc, la RSE, ça focus sur l'entreprise et c'est la contribution aux enjeux de développement durable. Donc, en fait, pour comprendre ce que c'est la RSE, il faut comprendre ce que c'est le développement durable. Le développement durable, c'est la capacité de répondre à ses propres besoins sans compromettre les besoins des générations futures. Et nos besoins, c'est de vivre dans un environnement stable, viable, vivable,
avec des ressources importantes. Et donc, ça fait souvent appel, moi j'aime bien, c'est le Donut de Cat Raworth, qui reprend en fait les hypothèses des limites planétaires et qui rajoute en fait un plancher sain et sûr, c'est-à-dire les besoins fondamentaux des êtres vivants. Et donc, quelque part, c'est ça, c'est de réussir le développement durable à vivre dans cet environnement-là. Et l'entreprise, quand elle choisit de mettre en place une démarche de responsabilité sociétale, elle le fait toujours de façon volontaire. Ça, c'est important, c'est toujours la volonté de l'entreprise. Et c'est en même temps, si tu veux, un petit peu aussi obligatoire. Alors, pas obligatoire au sens de la loi, et on reviendra peut-être tout à l'heure sur CSRD, mais obligatoire dans le sens où le but d'une entreprise, c'est d'opérer sur un marché, de réaliser une activité qu'on souhaite profitable. Et donc, du coup, le fait d'opérer sur un marché, ça lui donne des devoirs et des obligations vis-à-vis des tiers, vis-à-vis de ses parties prenantes. Et donc, plus elle répond aux attentes de ses parties prenantes, plus elle a de droits à opérer. Et donc, c'est dans ce cadre-là que la démarche, elle devient obligatoire parce que quand tes parties prenantes t'empêchent ou limitent ta façon d'opérer, tu n'as plus le choix que de t'y conformer. Tu nous as parlé un petit peu du coup réglementation. Est-ce que tu peux nous rappeler le cadre justement de la RSE ? Alors, en fait, le cadre de la RSE, c'est une norme ISO 26000. C'est ce cadre-là et c'est une démarche volontaire de l'entreprise qui porte sur 7 piliers, la gouvernance, les droits de l'homme, les conditions de travail, l'environnement, la loyauté des pratiques, les questions relatives aux consommateurs et le développement de communautés et développement local. Ça, c'est, on va dire, un peu le cadre, le guide de référence. À côté de ça, il y a une réglementation européenne qui s'applique et qui demande aux entreprises d'une certaine taille de mettre en place des reportings extra-financiers. Donc, ces reportings extra-financiers, ils se basent sur l'information extra-financière de l'entreprise. Donc, comment l'entreprise arrive à obtenir cette information extra-financière ? C'est parce qu'elle met en place une démarche de responsabilité sociétale et donc elle reporte sur cette démarche-là. Et moi, je fais toujours attention à bien expliciter qu'il y a la réglementation d'un côté qui demande à l'entreprise d'émettre des reportings extra-financiers et après, il y a la démarche RSE de l'entreprise de l'autre côté. Une entreprise peut très bien émettre un reporting extra-financier sans avoir de démarche de responsabilité sociétale. Et donc, il faut bien faire attention à la nuance parce que notamment dans notre profession, on a parfois l'impression que la RSE, ça devient obligatoire pour les entreprises, alors que non, ce qui est obligatoire, c'est le reporting extra-financier. Et donc, c'est pas la même chose que d'accompagner son client à mettre en place une démarche de responsabilité sociétale ou de mettre en place un reporting extra-financier. Les méthodologies sont pas tout à fait les mêmes. Et tu penses pas, enfin je vais me faire l'avocat du diable, j'aime bien embêter un petit peu mes invités là-dessus, Vas-y. en disant, vu que c'est pas obligatoire, pourquoi les gens vont payer pour une mission que, voilà, se mettre des contraintes ? Alors en fait, c'est pas des contraintes, en fait tout dépend comment tu vois la chose. En fait la RSE c'est un sujet stratégique, donc c'est un sujet d'angle de vue, donc c'est un sujet de comment tu as envie de déployer et développer ton activité. Quand tu es dirigeant d'entreprise, tu crées, t'as des objectifs, t'as une intention, t'as un pourquoi tu crées ton entreprise. Plus t'élargis ton champ de vision, plus tu vas avoir envie de faire des choses qui contribuent finalement à répondre à une utilité sociale ou qui contribuent à améliorer. Il n'y a aucun chef d'entreprise qui te dit « Non mais moi, je fais cravacher mes collaborateurs. » Voilà, c'est pas en tout cas, on ne crée pas une entreprise pour ça. Donc, le sujet, il n'est pas tant de se mettre des obligations. Le sujet, il est plutôt de prise de conscience de la maturité du dirigeant sur sa responsabilité sociétale. Et donc, le devoir éthique, finalement, qu'il s'applique, lui, en tant que chef d'entreprise, en tant que créateur d'activité, à répondre aux besoins planétaires. Est-ce que ce serait plutôt vers les sociétés qui ont quand même une stabilité financière, tu vois, pour pouvoir attaquer ça, ou tu peux aussi en avoir dès le départ qui... Tu vois, par exemple, on parle des associations. Les associations,
dans l'objet même de leur activité, elles ont à répondre à une utilité sociale. C'est d'ailleurs tout le but de l'économie sociale et solidaire. Que tu sois association, SCOB, SIC ou société commerciale de l'économie sociale et solidaire grâce à l'ESUS notamment, c'est inscrit finalement dans tes statuts, tout comme le partage de la valeur est inscrit dans tes statuts, tout comme le pouvoir démocratique, pouvoir de décider, puisqu'on est souvent sur des modèles un homme égale une voix. Donc, en fait, le sujet, il n'est pas tant j'ai de l'argent, donc je peux faire de la RSE. Et c'est souvent la vision un peu anglo-saxonne, c'est-à-dire j'ai l'entreprise qui développe une activité et à côté, je vais faire de la philanthropie. Et donc, donner un pourcentage de bénéfices à une activité philanthropique. Là, le sujet, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans les modèles émergents, les modèles d'entreprise émergents, c'est la volonté d'intégrer l'impact dans le modèle d'affaires. Et donc, à partir du moment où tu cherches à intégrer l'impact, tout comme d'un point de vue économique, tu vas chercher à avoir plus de produits et moins de charges, voilà, en tout cas d'avoir plus de produits que de charges, ce qui fait que tu as un résultat positif. Ici, dans ton modèle d'affaires, tu vas chercher à avoir plus d'impact positif en matière environnementale, sociale, économique, de gouvernance sur ton territoire, que d'impact négatif. Et donc, c'est cette vision-là, finalement, qui vient renforcer et transformer ton modèle d'affaires. Je vais te challenger en reprenant ta casquette d'expert comptable. Quand tu accompagnais du coup tes clients sur ce domaine-là, est-ce que du coup tu as changé ta façon de voir que celle qu'on a habituellement à faire, comme tu disais, plus bénéfice, rentabilité, mais plutôt action positive, négative? Ça t'a changé un petit peu ton angle de vue? Oui. Ce qui a changé... Alors, moi j'ai peut-être un biais et qui est que j'ai toujours fait beaucoup de conseils et d'accompagnement. Donc, finalement, ça a été de plus m'intéresser au modèle d'affaires du client, qu'est-ce qu'il souhaitait faire, lui poser énormément de questions sur, finalement, qu'est-ce que ça voulait dire pour lui, tel et tel sujet. Par exemple, moi, j'ai des clients qui arrivent et disent, moi, je veux avoir de l'impact. OK, comment vous définissez l'impact? Ah, oui. Donc, en fait, des fois, il définit l'impact d'une façon qui n'est pas ce que, en tout cas, moi, je considère être comme impact. Donc, il y a toute cette nuance-là sur laquelle moi, j'accompagne. Et donc, ce qui a changé, finalement, c'est ma méthodologie d'accompagnement. C'est que je vais plus travailler par atelier avec mes clients. Tu prends plus de temps, on va dire, à la découverte du client, toi, sur... Oui. C'est-à-dire que j'ai un vrai ratio qui s'est inversé dans la découverte du client. Et parfois, je peux passer beaucoup de temps, finalement, à découvrir le client. Et d'ailleurs, c'est le modèle d'Odyssée du Colibri. C'est qu'en fait, aujourd'hui, on est beaucoup sur de l'accompagnement et du conseil de cabinets, de réseaux de cabinets, d'experts comptables ou même de collaborateurs, en tout cas sur un panel large, finalement, d'individus et de groupes, de collectifs. Et on travaille à bien comprendre le besoin pour apporter la solution qui répond au problème, en fait, qui est dit ou non dit. Et quand j'accompagne les créateurs d'entreprises, souvent, le problème de fond, c'est d'avoir bien défini sa mission. Qu'est-ce que c'est que sa proposition de valeur? Pourquoi, en fait, il s'engage à créer quelque chose? Et une fois que ça, c'est bien cadré, en fait, le reste va tout seul. Parce qu'en fait, on a bien défini ça, et après, on a défini, finalement, à qui il va faire appel, comment il veut que ça se lance. Et son but, sur les 3 premières années, c'est d'être viable. Faut pas se mentir. Donc, l'économique a un point important, mais l'économique pris au regard des enjeux environnementaux et sociétaux. Mais tu passes plus de temps sur la partie découverte pour lui faire bosser le projet que sur, allez, on va partir sur la fiscalité, le juridique. Je dis pas que tu le minimises, mais je veux dire, tu prends plus de temps au départ pour, allez, on va dans le bon sens. En fait, plus tu arrives à comprendre ça, plus le juridique ou l'économique est facile, en fait. Bien sûr. Puisque quand tu as bien compris la volonté du dirigeant, que tu as fait un business canvas responsable avec lui, en fait, après, derrière, tu as toutes les solutions. Et en fait, les solutions, par exemple, quand tu as un entrepreneur qui dit « Non, mais moi, ce qui est important pour moi, c'est de pouvoir partager avec mes collaborateurs. » Du coup, tu le questionnes sur « Oui, mais comment vous voulez que ce dialogue se mette en place avec vos collaborateurs ?» Et donc, tu vas sur les enjeux de management, tu vas sur la répartition du capital. Donc, après, tu vas sur les statuts. Et tu as des gens, ils arrivent en disant « Moi, j'ai été dans l'incubateur, on m'a dit que les modèles d'entreprise, c'était des SAS, des SARL.
ou des SASU. Du coup, vous pouvez monter des statuts de SASU. Alors, c'est quoi votre projet? Puis là, tu comprends qu'en fait, et puis tu dis, mais les scopes, c'est possible. Ah, mais c'est quoi les scopes? J'en ai pas entendu parler. Voilà. Et ils trouvent ça génial. Ou la participation des salariés. Tu vois, c'est le cheminement, il est un peu inverse. Ouais, il est différent. Mais après, allez, je t'embête encore. Comment tu arrives après à vendre ta mission derrière en disant, je vais être rentable, j'ai passé beaucoup d'heures, ou tu te dis, bon voilà, c'est un package 20 heures et tu as tout un process et voilà. On n'est plus sur ton deuxième schéma. D'accord. C'est-à-dire que moi, je cadre la mission avec le client. C'est de quoi vous avez besoin, qu'est-ce que vous allez prendre en responsabilité et qu'est-ce que moi, je vais vous apporter. Et en fait, je sais pas comment t'expliquer, ça se fait tout seul en fait. C'est ton expérience en fait. Oui, voilà, c'est ça. Il y a pas de souci. Et d'autant plus, après, quand les entrepreneurs, tu vois, je parle des activités parce que j'accompagne beaucoup les créations d'entreprises. Quand l'entrepreneur, il n'a pas de financement pour acheter du conseil, je pense que c'est une vraie question. En fait, c'est un vrai positionnement de la culture entrepreneuriale. S'il n'a pas d'argent pour acheter du conseil, moi, mon premier sujet, c'est peut-être de lui dire, est-ce que vous avez la bonne posture entrepreneuriale? Et donc, de l'orienter, par exemple, vers un incubateur qui va venir lui apporter des services que moi, je ne pourrais pas forcément lui apporter parce que, en fait, moi, je réponds à des entrepreneurs qui ont des projets qui sont déjà avancés. Sinon, je fais de l'acculturation. Et c'est pour ça qu'au sein d'Odyssée du Colibri, on vient de monter, et c'est une exclue pour toi, Florian, Top. un laboratoire de recherche dont l'objectif, c'est de faire le lien entre la profession du chiffre et la durabilité. Et donc, on va mener une douzaine d'enquêtes, d'études à la fois qualitatives, quantitatives, sur différents sujets qu'on a ciblés pour faciliter au niveau de la profession ces sujets de durabilité. Comment ils arrivent à rentrer dedans? Parce que une des problématiques que moi j'identifie au niveau de l'expert comptable, c'est des problématiques de compétences, c'est des problématiques d'organisation au sein des cabinets. Donc à la fois des problématiques externes et des problématiques internes. T'as raison, on n'a pas vu la RSE, enfin, à moins de ce que je me rappelle, la RSE, on la voyait pas. Après, même si on a la compétence ou qu'on le sait, comment on s'organise après pour vendre ça, les collabs, ainsi de suite. Et ça, c'est toujours difficile, ouais, pour les petites structures. Hein. Oui, et donc après, t'as plein de modèles différents, on ne pourra pas tous les énumérer ici. Et nous, en fait, le laboratoire de recherche, il a vraiment pour ambition d'être, de lever des fonds à chaque fois pour mener nos études. Donc, on a notre programme de recherche. On va chercher des fonds pour mener des études. Et moi, j'ai envie d'ouvrir au plus large. Et surtout, ces études, elles seront disponibles au sein du lab. Donc, c'est le Odyssée Lab. Et elles sont disponibles pour tout le monde, pour que les gens puissent s'approprier. On va faire des webinaires à l'issue des études, faire des restitutions. Et ça, je pense que la profession, elle en a besoin. Parce qu'on ne peut pas juste avoir des modèles de mission, de DIAG RSE ou autre, sans avoir compris ce que c'était la RSE, sans avoir réussi à se l'approprier. Parce que je pense qu'un des sujets, c'est de réussir justement à intégrer la RSE pour soi-même avant de pouvoir réellement proposer des missions au niveau de la RSE. Ça me fait rebondir, on avait parlé en off déjà, qu'on peut... Enfin, c'est notre avis à tous les deux qu'on ne peut pas vendre de la RSE à un client si tu ne l'as pas mis en place dans ton cabinet. Oui. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme méthodologie, toi, pour mettre ça en place, justement, sur la première étape? Alors, tu vois, pour conforter le sujet, je vais te parler de l'étude qui vient de sortir, qui est l'étude EBEMIS, qui est une étude faite par Tech for Life et qui met en évidence, en fait, donc Tech for Life, ils travaillent sur tous les modèles de comptabilité triple capital. Et donc, ils ont une volonté de diffuser ces sujets aujourd'hui pour transformer les modèles. Et ils ont fait une étude dans le cadre de France Compétences 2030, enfin France Avenir 2030, je crois que c'est ça. Et ils ont sorti les 5 compétences clés nécessaires à l'intégration de ces sujets de transformation de modèles. Dans les 5 compétences clés qu'ils donnent, tu as incarné la transition. Ensuite, tu as pensé en système. Après, tu as changé de modèle d'affaires, tu as créé des outils de pilotage et mieux collaborer.
Et en fait, ce que tu vois sur incarner la transition, penser en système et mieux collaborer, c'est des sujets humains. Oui, complètement. Et donc, pour moi, la bonne méthodologie dans les cabinets, c'est d'abord de s'acculturer, de s'informer, de voir, de sortir de son écran d'ordinateur et de ses factures sur lesquelles t'enregistres toute la journée pour voir que le monde, il est en train de changer. Le monde, il est en train de changer parce qu'il y a des effets rapides. Et là, on le voit avec la crise climatique. Est-ce que c'est une crise d'ailleurs, tu vois, le terme, est-ce qu'il est vraiment bien approprié, hein, parce qu'une crise, c'est un effet en one shot, voilà. Là, on est sur quelque chose de très long et en fait, de transformatif. Hein, c'est-à-dire que ceux qui n'y croient pas encore, en fait, ils ont faux. Hein. Le monde est vraiment en train de se réchauffer. Et ça, c'est lié aux activités. Donc, il va falloir passer d'un modèle, notre système actuel, qui est un système économique de croissance depuis 200 ans. On croît en permanence sur plein de sujets différents. C'est ce qui amène à la surconsommation, c'est ce qui amène à l'évolution technologique à outrance. Voilà, ce genre de sujet, avoir de plus grosses voitures qui apportent pas forcément plus voilà, de sécurité ou autre par rapport à des modèles. Donc, à un moment donné, la question, elle est, on sait tous que le système de croissance à l'infini n'existe pas et qu'il n'est pas possible d'un point de vue économique. C'est comment on bascule vers d'autres systèmes qui sont plus vertueux en matière sociale et environnementale. Et en fait, du coup, ça emmène à se poser la question de mon métier, il sert à quoi ? Qu'est-ce que j'apporte à mon client ? Comment je peux être utile pour l'aider à transformer son modèle ? Et donc, si je reviens au cabinet et qu'est-ce que je recommande de faire, en tout cas, nous, ce qu'on préconise, hein, c'est d'abord une acculturation. Après, une fois qu'on a acculturé, c'est de définir tes objectifs stratégiques au niveau de ton cabinet. Et donc ça, tu peux les définir parce que tu as des clients et tu as des compétences. Et donc, c'est faire converger les attentes de tes clients, ton marché actuel, peut-être ton marché futur aussi, parce que tu vas développer des avantages concurrentiels, avec les compétences que tu as actuellement et que tu as besoin d'acquérir au regard de cette grille d'analyse que je t'ai citée tout à l'heure. Et donc, quand tu arrives à faire converger les deux, tu te crées un parcours de transformation. Et finalement, du coup, tu vois que ce sujet de la RSE, c'est pas je vais prendre un logiciel et je vais faire de la RSE pour mon client. C'est une étape transformative qui va conduire au fait que tu vas avoir une nouvelle proposition de valeur dans 1 an, 3 ans, 5 ans. Il y a souvent un amalgame qui est fait dans la profession où on se dit il faut qu'on prenne l'outil et on lance la mission. Alors qu'en fait, il faut revoir plutôt tout le processus, toute l'organisation. Et l'outil, c'est pas ce qu'il y a au centre, mais c'est plutôt un sur le côté pour nous permettre. Et ça, on a un peu de mal, je trouve. Alors moi, j'aime bien prendre cet exemple qui est un peu horrible, mais peut-être il est conscient, je ne sais pas. C'est un marteau, c'est un outil. C'est vrai. Donc, tu peux choisir avec ce marteau de planter un clou dans un mur. Donc, il y a plusieurs techniques pour planter un clou dans un mur. Tu peux t'écraser les doigts ou tu peux le faire en ayant bien positionné et en étant un coup franc. Voilà. Et tu as réussi, tu peux accrocher ton tableau. Et puis, un marteau, ça peut aussi, malheureusement, servir à taper une femme lors de violences conjugales. Ah oui, tu as fait l'extrême. Oui, voilà, l'extrême. Et donc, entre les deux, ce que je veux te dire par là, c'est qu'en fait, un outil reste un outil. Le vrai sujet, c'est l'intention qu'on a envie de porter. Si tu as envie de mal l'utiliser, tu l'utilises mal, en fait. Enfin, tu le transformes de son utilisation. Mais si tu as envie de lui donner une fonction et une utilité par rapport au beau projet que tu as mis de décorer ta maison, c'est OK aussi. Et c'est sujet de l'intention, finalement. Et donc, qui dit intention, dit stratégie. Dit le why, tu sais, de Simon Sinek, qui semble extrêmement important, mais peut-être que c'est ça une des problématiques profondes des cabinets, c'est que ce why, il n'est pas toujours posé. Ouais, où on l'a perdu de vue, où on a trop la tête dans le guidon. Et j'en profite du coup sur la RSE, tu m'as dit que voilà, il y avait la partie sociétale, sociale, et est-ce que ça pourrait être une réponse ou pas du tout pour notre problème un peu de recrutement ? C'est de se dire, non, j'ai pas le temps pour la RSE, j'arrête déjà pas embaucher, ou au contraire, tiens, la RSE, c'est important, ça a peut-être touché certaines personnes, certains collaborateurs, et j'ai peut-être pouvoir, justement, plus avoir ces problèmes de recrutement. Alors,
je te fais une réponse de Normand. Oui et non. Parfait. Oui, dans le sens où derrière, faut qu'il y ait, tu vois, t'as une intention, mais il faut que tu aies les actions qui aillent en face. Sinon, ça reste qu'un débat d'idées et on sait que on a 1000 idées à la seconde, mais en fait, les idées qui se concrétisent vraiment, c'est celles dans lesquelles tu es passé à l'action. Donc, si ton action, c'est tiens, je fais de la communication, que j'ai une démarche RSE dans mon cabinet, mais que derrière, tu n'as pas traité les problématiques de gestion de temps du travail, de souffrance au travail, d'organisation, de responsabilité dans le travail, d'autonomie du travail, de tout ce qui tourne autour du management, bah, tu as un décalage qui est visible en fait, parce que intuitivement, les gens sentent ce décalage-là. Donc après, il y en a qui vivent avec, et puis il y en a d'autres pour qui c'est pas possible. Voilà. Et les jeunes générations, en fait, elles ont besoin de retrouver du sens. Donc elles ont besoin d'être dans des organisations. Alors je dis les jeunes, mais les moins jeunes aussi. Hein. Je crois que aujourd'hui, il manque beaucoup de trentenaires dans les cabinets parce qu'ils ont déjà eu une période d'activité dans les cabinets et ils sont allés chercher d'autres choses ailleurs, en fait. Peut-être qu'ils reviendront après aussi. Et puis, il y en a d'autres qui veulent arriver dans la profession. Et donc, ceux qui arrivent dans la profession, ils arrivent avec un panel de compétences externes qu'ils ont acquis dans d'autres situations. Et donc, c'est comment tu valorises ces compétences pour un nouveau projet de cabinet, par exemple. Et là, tu fais de la responsabilité sociétale. Et c'est pas je vais faire de la responsabilité sociétale, donc c'est la QVT, donc je vais mettre en place le baby-foot et tout ira très bien. J'ai quelqu'un qui m'a dit l'autre jour, je trouvais ça très beau. D'ailleurs, je me demande si c'est pas toi. Je regarde l'état du baby-foot dans les cabinets. S'il est usé, c'est bon, tu peux y aller. Ouais, c'est moi, je t'avais dit ça, ouais. S'il est tout neuf, ça veut dire que c'est juste de la déco. Et s'il est usé, c'est vraiment qu'on met en place cette fameuse QVT et ça fonctionne. Exactement. C'est, tu vois, au niveau social, je pense que le sujet des compétences et le développement des compétences, tu vois, alors, il y a le taux de turnover, par exemple. Moi, j'entends beaucoup de discussions, de débats. Il y a peu d'études scientifiques. C'est pour ça que le laboratoire Odyssey Lab, il est là aussi. C'est parce qu'en fait, on a besoin d'études scientifiques sur tous ces sujets qui sont dans les cabinets. Il y a finalement, je trouve qu'il y a peu d'études sur ce qui se passe dans les cabinets ou sur la façon dont les cabinets s'adressent à leurs clients. Indépendamment. Alors, il y a des belles études faites par l'Observatoire de la profession du chiffre. Hein. Je remets pas du tout en cause leurs études. Au contraire, c'est des bons soutiens et des bons appuis, mais des études beaucoup plus qualitatives, plus fines. Et nous, dans nos démarches, on va avoir des démarches de focus group, par exemple, pour aller chercher en profondeur le sens nouveau à donner au cabinet sur ces sujets de durabilité. Et donc, je te disais ça sur le questionnement et l'échange. Et moi, je me dis parfois qu'une des clés dans les cabinets, c'est ce sujet de compétences, de bien réussir à identifier les compétences et puis de laisser du temps aux gens pour discuter entre eux, pour apprendre, parce qu'on est un métier d'apprentissage, on a un métier de partage d'expérience, un métier d'échange, finalement. Et je crois que parfois, on l'a un peu oublié au détriment de la machine et de la recherche de l'optimisation du temps, alors qu'on a un métier en tout cas, moi, je le vois comme ça, ce métier, et c'est pour ça que je le trouve beau, c'est un métier de relations humaines. Bien sûr, et quand c'est de la relation humaine et de l'intellectuel, on a toujours ce problème de fond, mais on le verra sur un autre épisode que je fais, c'est sur le côté comment on le vend et à quel prix. C'est là où on a un petit peu encore, cette épée de Damoclès. Alors ça, c'est intéressant, c'est pour moi, comment on vend et à quel prix. Alors je ne sais pas si ça apporte toutes les réponses et j'écouterai avec plaisir le prochain podcast, tu me l'enverras. Ouais. Moi, sur ce sujet-là, je dis souvent, c'est n'ayez pas peur de dire que vous allez être aux côtés de vos clients. Et donc, plus tu t'intéresses à ce dont le client il a besoin, à ses problèmes, à son histoire. En fait, il n'y a pas de question de prix. Le problème de prix, c'est de croire que, tu sais, un peu comme dans les supermarchés, en fait, t'achètes, le bilan, ça vaut tant. Et si tu es dans ce raisonnement-là de coût, du coup, effectivement, tu perds de la valeur. Parce que, en fait, d'un point de vue économique, tout nous montre que, en fait, ces systèmes de consommation, de systèmes économiques, de volume, fait que tes coûts marginaux, ils diminuent. Donc, c'est à toi de créer la valeur. Et moi, j'aime bien en contrôle de gestion, j'aime beaucoup le contrôle de gestion. Tu as cette histoire de valeur cible.
Finalement, si tu expliques à ton client c'est quoi la valeur cible et que tu vas chercher ce dont il a besoin et donc t'épures ton service de toutes les choses dont il n'a pas besoin pour aller là où il veut, tu es aligné avec lui sur la valeur du service. Bien sûr. Faut plus parler prix, mais comme tu dis, valeur. Le changer, investissement et faire voir qu'est-ce qu'on y gagne en fait. Et c'est pour ça que je trouve qu'on a de nouveaux récits à inventer dans les cabinets. Et un récit, ça passe par le vocabulaire qu'on utilise dans les cabinets. Tu vois, on parle de charges. Parfois, j'entends combien il me coûte ce collaborateur. Ça, voilà, et moi, je me dis souvent, mais finalement, un humain ne peut pas coûter. En fait, un humain apporte quelque chose. Et donc, c'est qu'est-ce qu'apporte ce collaborateur à mes clients, à l'équipe, au cabinet. Et donc, en fait, on apporte toujours quelque chose à plein de parties prenantes différentes. C'est pour ça que la RSE, c'est un sujet d'élargissement d'angle de vue. C'est que tu centres non plus sur toi-même, tu centres sur les autres et tu contribues à ce que le collectif, ta participation finalement à ce collectif, permette de faire avancer chaque individu. Ça te permet d'avoir une vision économique, financière complètement différente et vraiment 360. Je pars sur une nouvelle question pour toi. Donc déjà, est-ce que tu pourrais nous dire en fait d'où ça vient ton engagement dans la RSE et en fait pourquoi tu communiques tout le temps dessus maintenant, sur les réseaux sociaux principalement? Je pense qu'il y a un énorme besoin d'acculturation et que moi, c'est un peu ma façon de faire mon colibri. Je sais pas si tu connais l'histoire de Pierre Rabhi, mais en gros, tu as la forêt qui brûle, tous les animaux s'en vont et puis le colibri va chercher de l'eau à la rivière avec son petit bec et puis il essaye d'éteindre la forêt et puis les autres animaux, ils lui disent qu'est-ce que tu fais? Il dit je fais ma part. Et moi, c'est une façon de faire ma part. Et je suis vraiment, j'ai cette vision, tu vois, mon why à moi, c'est vraiment de se dire que si on a, pour répondre à ces défis planétaires et d'inégalité sociale, le monde du chiffre, il va devoir se réinventer. Il va devoir réécrire de nouveaux récits en y intégrant des logiques de durabilité. Et moi, c'est ce sujet-là. Et donc, c'est pour ça que j'ai envie d'accompagner la profession du chiffre à s'acculturer, trouver de nouveaux modèles, trouver de nouvelles méthodes, aller jusqu'à de la comptabilité socio-environnementale, mais en passant par plein d'étapes. Parce que si tu me dis aujourd'hui, tiens, un expert comptable, il va faire de la comptabilité socio-environnementale, je te dis, il n'a pas le mindset pour, il n'est pas câblé pour. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que quand tu regardes les acteurs qui s'intéressent à la comptabilité socio-environnementale, en fait, c'est tout sauf la profession du chiffre. J'exagère un peu en disant tout sauf, parce qu'il y a effectivement des experts comptables qui s'y intéressent et qui s'y intéressent bien et qui sont porteurs de méthodologie. Mais globalement, les expérimentations, les gens qui s'y intéressent, ça va être des associations de territoire, comme la Fabrique des communs, ça va être des collectivités, ça va être, des chefs d'entreprise hyper innovants, déjà très avancés sur ces questionnements de responsabilité sociétale. Or, on a besoin, je pense, pour accélérer la transition socio-écologique, que les experts comptables, qui sont les conseils clés des chefs d'entreprise, arrivent à toucher ce sujet. Donc voilà, c'est un peu ma contribution. Est-ce que tu penses qu'on pourrait aller à un cabinet qui soit tourné complètement vers ce type de comptabilité ou est-ce que déjà le marché est un petit peu trop jeune pour ça? Non, je pense que le marché, il n'est pas mature pour ça. Faire 100% de comptabilité socio-environnementale, c'est pas possible. Le marché est pas mature. Mais la comptabilité socio-environnementale, de façon très caricaturale, parce que je ne participe pas à toutes ces méthodologies, mais c'est une bonne démarche de responsabilité sociétale avec une bonne consultation de parties prenantes. Donc là, on est sur de l'accompagnement, du conseil, de l'écoute. C'est une compréhension des enjeux systémiques. Et après, c'est de la comptabilité de gestion pour pouvoir aller chercher des indicateurs qui sont autres que des indicateurs en euros. Et donc, quand tu as compris cette décomposition-là, du coup, tu vois les compétences qu'il va falloir acquérir dans les cabinets. Et en même temps, si tu veux, que ces compétences, elles se déploient
dans les cabinets, pas à pas, parce que ça nécessite des transformations, et ben la société, elle en a de plus en plus besoin. Et donc, du coup, ils vont se rencontrer à un moment donné. Donc, je ne sais pas si c'est en 2024, si c'est en 2025, si c'est en 2026, si c'est en 2030, ou si c'est jamais, je ne sais pas, j'ai pas de boule de cristal. Hein, mais et si c'est jamais, ça veut dire que quelqu'un d'autre aura pris la place. Hein, voilà. Moi, ce que j'ai envie, c'est que c'est des experts comptables qui prennent cette place-là. Parce que c'est certain qu'on en aura besoin, mais par contre, ça nécessite pour les experts comptables, en tout cas pour le métier de la profession du chiffre, d'appréhender de nouveaux sujets qui n'existent pas et qui ne sont pas du tout traités aujourd'hui dans les cabinets. Et là, on va voir la facture électronique, donc il y a encore un nouveau mindset qui va changer. Ça va être début de nouvelles missions, des nouvelles choses, donc peut-être que là, on va arriver sur un point, peut-être comme tu dis, en 2030. Mais tu vois, moi, je me pose la question, par exemple, sur la facture électronique, c'est extrêmement important. Ça va changer les pratiques et la façon de faire. Mais pour moi, c'est un peu comme... peut-être que je me trompe, hein, mais j'ai plutôt l'impression que c'est de la transformation, en tout cas, la transition vers la facture électronique, c'est plus comme ce qui s'est passé pour la DSN, ou c'est plus comme ce qui s'est passé pour l'IRPP, en fait, oui. Avec le prélèvement à la source. Je vois ce que tu veux dire, c'est qu'il n'y aura pas forcément un retravail de la stratégie globale du cabinet. Non, ça ne fait pas de transformation. Là où, pour moi, il y a transformation, c'est le numérique, par exemple, et l'intelligence artificielle. Parce que ça change les méthodologies de travail, donc ça change les ressources, et donc ça change les besoins. Et la RSE, c'est pareil. Et je pense que c'est des transformations. En fait, l'intelligence artificielle, c'est une transformation sociétale. C'est vers de plus en plus de numérique. La RSE, c'est une transformation sociétale. Et donc, en fait, on est totalement à l'idée dans une transformation sociétale. Et ça, c'est des transformations qui bouleversent tous les métiers. Et pas seulement un métier. La facture électronique, ça va bouleverser le métier des professionnels du chiffre. Ça va un petit peu bouleverser ça bouleverse aussi les éditeurs de logiciels par ricochet, ou l'inverse, voilà, l'un et l'autre. Mais est-ce que ça va changer la stratégie du chef d'entreprise de la facture électronique? Non. Alors que la RSE ou la transformation numérique, ou le numérique, l'intelligence artificielle, ça transforme la stratégie de l'entreprise. Il faut juste y mixer avec l'intelligence artificielle et le RSE, on va trouver quelque chose. C'est toute la question. Est-ce qu'on aura suffisamment d'énergie pour l'intelligence artificielle? Complètement. Et est-ce qu'on développe l'intelligence artificielle bien comme il faudrait? Tu vois, j'ai vu une étude. Moi, je fais beaucoup de... J'aime beaucoup la prospective. Et donc, j'avais regardé un peu les sujets d'intelligence artificielle et le droit des femmes. D'accord. Et en fait, c'est hyper intéressant. Alors, j'ai plus les noms en tête, je te les retrouverai, tu pourras les mettre un petit peu en dessous du podcast, ce sera super intéressant, qui explicitait qu'en fait, l'intelligence artificielle était sexiste. Donc en fait, tu corriges pas, avec l'intelligence artificielle, tu corriges pas les biais humains qu'on a, des biais de société, de civilisation. Et donc, elle démontre par un certain nombre de faits que l'intelligence artificielle est sexiste. Donc en fait, le rôle de l'humain face à la technologie, c'est plutôt de se poser la question de « Attends, ce qu'elle me dit là, est-ce que c'est utile? Est-ce que ça répond à la question? Est-ce que c'est bien ce qu'il faudrait? Est-ce qu'elle me dit ça, mais est-ce qu'il n'y a pas un autre point de vue? Quel est l'autre point de vue? Est-ce que c'est critiquable, cette situation? » Et c'est là où, en fait, tu utilises l'esprit critique. Et la responsabilité sociétale, c'est pareil. Si tu considères que tu as une liste toute faite d'actions RSE, t'es mort. En fait, tu fais pas de la RSE. Et c'est ce qui se passe parfois, tu vois. Je te donne un exemple sur le changement de flotte automobile. Tu as des entreprises qui changent leur flotte automobile, ou même d'un point de vue sociétal, on dit aujourd'hui, il faut passer au tout électrique. Le sujet de fond, c'est pas tout électrique. Le sujet de fond, c'est comment on se déplace. C'est la mobilité. Et comment la mobilité, elle devient durable. La mobilité, elle ne peut devenir durable que si tu changes la façon d'habiter et de travailler, que si tu réfléchis du coup à la ville durable. Et donc, si tu réfléchis à la ville durable, tu réfléchis aux activités qui sont dans la ville. Et donc, est-ce que les villes, elles peuvent se nourrir par elles-mêmes? Est-ce qu'il y a du travail dans les villes pour que les gens puissent s'occuper finalement et avoir des ressources suffisantes pour pouvoir consommer? Et est-ce que le lieu de consommation, il est sur place? Et non à l'extérieur des villes, à 30 km, dans des grands super hypermarchés.
C'est plus avec une vision macroéconomique que micro, en fait, où on fait court terme, nous. Oui, nous, on fait court terme. Et plus que macro ou micro, c'est une vision systémique. C'est en fait, tu vois, tu traces des liens, donc tu peux en faire plein, des liens et tout. Il faut savoir aussi s'arrêter. Donc, c'est la prise de hauteur et tu vois, c'est quel niveau de prise de hauteur et de descendant tu souhaites avoir. Mais tout ça pour dire que, tu vois, ces deux sujets de transformation sociétale, eh ben, on peut pas dire ce sera tout technologique, le monde, ou alors ce sera toute sobriété. Tout est Et lié. donc, le monde, ce sera un petit peu de tout. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'en fait, on a quand même des défis importants à relever en matière de limites planétaires et d'inégalités sociales. Tu as des gens qui disent qu'on est face à un effondrement. Et donc, le lien social, pour moi, recréer du lien social, recréer des temps de partage, il est extrêmement important. Et du coup, tu vois, l'intelligence artificielle ou les réseaux sociaux, ils n'ont pas été créés forcément pour du temps de partage ou du temps d'échange. Ils ont plus été créés pour créer du plaisir et mettre dans la tête des gens des envies de consommation, donc très court terme, alors que la vision, elle devrait plutôt être long terme, contributive. C'est-à-dire, j'apporte et je contribue à un moment donné. L'esprit critique, c'est un peu ça. Donc ça, on l'a déjà, l'esprit critique, avec notre secret et la déontologie. Donc là-dessus, on est plutôt bon. Et je pense vu qu'on est à côté du chef d'entreprise, on est le premier conseiller, nous, on peut impacter quelque chose de fort. Hein. Encore faut-il que... Alors, c'est marrant, je discutais avec une chercheuse l'autre jour, que l'expert comptable se sente légitime. Il l'est, je pense. Avec les pouvoirs publics, ça va être par ces biais-là, pouvoirs publics et nous. Quand je dis il l'est, c'est-à-dire la légitimité, ça s'acquiert pas comme ça, en fait. C'est pas, tu vois, tu décrètes pas, tu vois, c'est un peu comme aujourd'hui, l'ordre dit qu'il faut faire des missions RSE. Ça se décrète pas comme ça de faire des missions RSE. Et dans notre profession, moi, je trouve que le côté entrepreneur de l'expert comptable, c'est un entrepreneur par prudence. Et donc, du coup, la RSE, ça nécessite de prendre des risques. Mais t'es là pour ça. Exactement. T'as raison. Merci, Florian. Allez, rebondissons une question. Ouais. Comment tu t'organises pour communiquer, toi, sur la RSE? Tu es réseaux sociaux? Est-ce que déjà, t'es au conseil régional, donc t'as un impact aussi, hein? Alors, moi, j'ai pas mal d'activités communicantes, on va dire, à la fois sur les réseaux sociaux. J'essaye de publier régulièrement. Alors là, je suis en train de refaire mon plan de communication sur LinkedIn, tu vois. Je me fais accompagner pour ça parce que c'est hyper stratégique. Et donc, ça nécessite de dégager du temps. Et quand moi, je fonctionne beaucoup. Comme je suis très curieuse, du coup, je me disperse facilement. Donc, j'ai besoin d'avoir des moments de temps consacrés à ça et des temps structurants qui permettent de déployer très vite des méthodes, des systèmes qui font que ça te prend moins de temps. Et ça, je pense que c'est des stratégies qui doivent être mises en place. Donc, ça s'apprend et je suis en plein apprentissage dessus. C'est la régularité. Voilà, c'est ça. C'est avoir une hygiène de vie régulière qui te permet d'avoir... Donc, quand tu es moins habitué aux routines et que tu aimes beaucoup plus un peu l'action, la découverte. En tout cas, il faut prendre ce temps. Donc, communiquer sur LinkedIn. Parler... moi, je suis au comité RSE. Voilà, je fais des interventions, je partage avec les confrères et les consoeurs. Je fais des formations, dont une formation à l'ENOS qui existe depuis 4 ans. Et on voit chaque année de plus en plus d'experts comptables qui s'inscrivent à cette formation. Donc ça, c'est important. J'interviens au Club Développement Durable. On va être présent, par exemple, sur le Salon Pro Durable au Club Développement Durable. Donc, je vous invite, si vous ne connaissez pas le salon, je crois que c'est le 13 et 14 septembre, d'y aller et de venir voir le stand du Club Développement Durable. Parce que là, c'est la profession qui parle aux personnes qui s'intéressent au sujet de durabilité. C'est un des plus gros salons. Dans les choses que je fais, je me dis ça peut avoir de l'impact, en tout cas de sensibilisation. C'est déjà toutes les personnes qui me posent des questions sur LinkedIn, et j'en ai beaucoup, c'est que je prends le temps de leur répondre. Et je leur donne toujours un petit rendez-vous. Souvent, les étudiants qui font je vois beaucoup de mémoires, de DSCG, par exemple. J'ai pas encore eu de DCG, mais DSCG, où
ou voir des Memorialist Deck que j'accompagne par ailleurs. J'ai une offre d'accompagnement coaching sur ces sujets-là. Mais je prends toujours le temps de répondre à leurs questions et de les accompagner. Et souvent, quand je vois des questionnaires qui sont diffusés sur LinkedIn, je me rentre en relation avec la personne qui l'a fait pour pour essayer, en tout cas, lui apporter un petit peu plus d'échange, qu'elle puisse se donner une idée. Voilà. Donc, c'est un peu ce travail d'essaimage, si on peut dire ça. Et ça nécessite de l'organisation, ça c'est certain. Donc là, je retrouve un petit peu de nouvelles routines. Puis la communication, c'est un travail quotidien en fait, finalement. C'est important aussi pour marketer ton offre, accompagner et remettre, comme tu disais, au centre ton pourquoi, je pense, ton why. Exactement. Et puis d'écouter les autres. En fait, c'est pas tout de dire. C'est aussi important, je pense, dans la communication, d'écouter ce que les autres, en tout cas, disent ou pensent du sujet et les interroger dessus. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est aussi nouveau, sur lequel je me mets en position d'apprentissage vraiment, d'être en face d'une personne et de lui dire vas-y, dis-moi ce que tu sais sur le sujet. Qu'est-ce que tu penses du sujet? Qu'est-ce que tu n'as pas compris du sujet? Ou, finalement, c'est quoi les questions que tu te poses? Parce que c'est vrai que quand, tu sais, c'est un peu le sujet, quand tu as une position d'expert, parfois, tu veux dire, c'est moi l'expert. Et je pense que ce positionnement-là, il est plus valable dans une société qui nécessite plus de coopération et de relations humaines. J'avais une question à te poser, c'était... alors peut-être que je me trompe complètement, mais je pense que c'est peut-être plus les groupements qui viennent te voir ou quand même les cabinets un peu plus gros. Il y a peut-être une prise de conscience plus générale par eux que par les tout petits ou pas du tout? Florence, je suis content que tu te trompes. J'ai pas de statistiques. Je pourrais en faire une. Peut-être qu'avec le lab, justement, on en fera à travers nos études. Mais moi, ce que je constate, notamment, j'ai un bon vivier, c'est la formation à l'ENOS, où depuis, je pense qu'on a dû voir une quarantaine d'experts comptables qui, depuis 4 ans, qui sont venus à cette formation. Et je dirais, on a 3 types de profils. On a les experts comptables indépendants, tout seuls, souvent, qui ont envie de mettre une empreinte, de répondre à un why engagé. Et donc, c'est ce que j'appelle le groupe des experts comptables engagés. Après, on a les experts comptables qui ont compris qu'il y avait des transformations sociétales importantes et qu'ils aimeraient entamer des démarches en interne, mais ils ne savent pas trop par où commencer. Et on a des experts comptables. Donc ça peut être de toute taille de cabinet. Je dirais souvent, c'est quand il commence à y avoir plus d'une dizaine de collaborateurs. On a des effets de taille qui font que, où il y a 2, 3 associés. Et après, tu as les cabinets, souvent structurés, qui, eux, se disent, on va faire une nouvelle offre de service. Ça va être un développement commercial. Et là, souvent, ceux-là, c'est assez drôle parce qu'en fait, ils viennent au début pour vendre une mission à leurs clients. Et donc, ils viennent chercher c'est quoi le bon outil, c'est quoi la bonne mission. Et à la fin de la formation, ils repartent en se disant « Waouh, en fait, faut que j'aille plus loin. C'est pas juste vendre un outil, comme j'avais l'habitude de faire. C'est une vraie transformation qu'il va falloir que j'entreprenne. » Et que j'entreprenne aussi sur moi, peut-être. Ah oui, non mais ça c'est sur eux, ils l'ont dans la formation. C'est un peu le but. C'est-à-dire, ils se prennent un peu une claque. Mais c'est les modèles de... D'ailleurs, c'est assez drôle parce que moi, j'avais regardé... nous, ça fait depuis 2019, notre formation, elle existe. Puis, tu sais, il y a eu la Convention des entreprises pour le climat. Et le modèle pédagogique, toute l'ingénierie pédagogique, elle commence comme ça. Tu te prends une claque. Donc, tu as plein de moyens de donner des claques, on va dire, sur ces sujets environnementaux et sociétaux. Et en fait, une fois que tu t'es pris une claque, tu passes dans des phases de déni, de refus, après de tristesse, de colère. Et après, ça y est, tu peux aller vers une nouvelle étape de transformation. Et donc, tout le but, en tout cas, nous, le but d'Odyssée du Colibri, c'est d'accélérer cette phase de déni, de refus, de colère, pour que on puisse aller assez vite sur la phase de transformation. Et c'est ce qu'on te conseille et on te souhaite le meilleur pour faire ça.
Est-ce que tu peux nous aider sur ton dernier conseil, la dernière question? Par où doit commencer un cabinet dans l'aventure de la RSE? Qu'est-ce qu'il fait là? Dès demain, il prend une feuille, un stylo, il commence par quoi? Et, je dirais qu'il commence par faire un état des lieux et faire un plan d'acculturation sur le sujet. C'est-à-dire qu'il va aller cibler 2-3 sujets clés liés à sa profession. Et l'état des lieux, il le fait sur ses clients, où est-ce qu'ils en sont, ses collaborateurs, où est-ce qu'ils en sont, où est-ce que le cabinet est sur des sujets en matière de gouvernance, en matière sociale, en matière environnementale, les cabinets d'expertise comptable, sauf si tu es dans des grands groupements, il y a 3 enjeux. Il y a le bâtiment, il y a les déplacements, clients, collaborateurs, et il y a le numérique, l'informatique. Voilà. La gestion des déchets est un enjeu, mais au regard des enjeux humains et des enjeux de gouvernance, des enjeux de respect de la déontologie, de la pratique professionnelle qui est un métier réglementé, on est voilà. C'est en fait c'est ça la matrice de matérialité. Ça te sert à faire cet état des lieux et en même temps de s'acculturer. C'est-à-dire de pas juste faire l'état des lieux, mais c'est plutôt d'aller comprendre pourquoi on te pose ces questions-là et qu'est-ce que ça peut changer ou pas chez toi. Et en fait, finalement, c'est d'évaluer ton niveau de maturité. Donc, je dirais que c'est un peu la première étape, c'est de se questionner sur, finalement, nous tous, d'un point de vue collectif, où est-ce qu'on en est sur cette question de durabilité. Il vaut mieux commencer tout seul, l'associé du cabinet le fait tout seul dans son coin, ou il vaut mieux attaquer avec tout le monde et on demande même aux parties prenantes, tu vois? Alors, si tu es tout seul, toi, en tant que dirigeant, tu te poses toi déjà ta question avec toi-même. Et puis après, tu en parles à tes équipes. S'il y a plusieurs associés et qu'il y a un CODIR, en fait, on travaille d'abord le CODIR. C'est comme en entreprise. Les experts comptables peuvent utiliser ce conseil pour eux, mais également pour leurs clients. C'est que c'est difficile d'embarquer des équipes si la vision elle n'est pas claire. Parce que c'est des processus de transformation. Et donc, il faut clarifier la vision. C'est quoi la RSE pour nous? Et clarifier la vision, c'est de donner une définition sur la RSE. Et on peut avoir des entreprises qui disent, chez nous, la RSE, c'est réglementaire. Donc, c'est le cadre légal. C'est pas très volontariste. Ça n'est pas bien loin. Et je suis pas sûre que ce soit des entreprises qui seront très performantes en matière environnementale et sociétale. Mais c'est une définition qui est posée. Et au moins, le sujet, il est clair. Et puis, tu as des cabinets où la RSE, c'est l'innovation. Et donc, comment on innove dans nos cabinets? Moi, je vois des cabinets qui ont créé de nouveaux postes, non pas des postes RSE, mais des postes transversaux qui répondent aux besoins des collaborateurs et aux besoins des clients. Et ça, c'est de l'innovation, en fait. Et ça répond à un enjeu de service aux consommateurs, de relations en interne, de prendre soin du dialogue avec les parties prenantes. Le point de départ, c'est d'être clair avec l'intention, avec la vision et jusqu'où on veut aller. Et le jusqu'où on veut aller, ça peut être aussi au regard de moyens financiers. Et en tout cas, on a compris qu'il y a du boulot et que, en tout cas, il faut déjà mettre le pied à l'étrier, c'est ça le plus important. Ouais. On te remercie, mais avant de te laisser, on va faire un petit jeu, si tu le veux bien. Le jeu, il s'appelle Ceci ou Cela. Donc, je vais te donner 2 petites alternatives et tu vas me dire laquelle tu préfères. Alors, t'es plutôt compta ou audit? J'ai le droit de dire les deux ou les deux. Je suis plus accompagnement de formation, partage. Ok, ça me va. Je sais pas si c'est de la compta ou de l'audit. Tu mets ça où tu veux, c'est un peu des deux. Tu préfères qu'on parle de questions sociales ou de questions environnementales? En fait, les deux, en fait. L'un n'est pas dissociable de l'autre quand tu regardes le donut. Et donc, l'un est le haut, l'autre est le bas. Et donc, les deux en même temps. Tu préfères la mer ou la montagne? Ah, la montagne. T'as raison, il fait moins chaud dans cette période. Tu préfères participer à l'Impact Paris Summit ou au congrès des experts comptables? Ah, c'est pareil, les deux. Tu vas me dire les deux tout le temps. Oh, mais tes questions, elles sont trop dures. Oui. Allez, la prochaine, tu vas arriver, je pense. Tu préfères faire un événement physique ou en ligne? Physique. Ouais, ça manque, hein. On n'a pas assez, je trouve. Et puis, en fait, tu vois, on parlait de communication tout à l'heure. Tu as le verbal et le non-verbal. Et le non-verbal en distanciel,
ça demande un effort de concentration pour l'obtenir et t'es pas certain d'avoir tout compris. Et puis, je pense que l'humain, c'est du relation, c'est du présent et on a besoin de tout ça. Complètement d'accord. Ouais. Et la dernière, tu préfères Paris ou la Normandie? Entre les deux, mon cœur balance. Pourquoi tu me demandes la Normandie? Parce que tu as fait ton école, l'EM Normandie. Exactement. Alors, moi, j'aime beaucoup ma vie en région parisienne. En tout cas, t'as pris position. C'est exactement. Mais mon cœur aussi avec la Normandie, puisque mon école s'est installée sur Paris. C'est bon. Bon, en tout cas, on te remercie de ton passage, d'en avoir pris encore plus sur la RSE, et on voit qu'il y a des possibilités importantes dans la profession. Donc, merci à toi. On te souhaite un bon courage. Et puis, pour tout le monde, on se voit au prochain épisode. Et merci Florian pour ton invitation et hâte de suivre tes aventures. Allez, à bientôt. Salut. À bientôt. Avant de se quitter, je vous invite à laisser un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et parler du podcast à vos confrères. J'en profite pour remercier mes partenaires qui, grâce à eux, me permettent de vous partager encore plus de contenu chaque mois. Merci, rendez-vous au prochain épisode.